Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Et non, il n'y a pas que l'expertise technique des outils dans la vie d'un professionnel du no-code, il y a aussi la manière dont vous contractualisez avec vos clients, vous gérez les projets et surtout, leurs données. Et pour ce dernier point, les choses bougent, les lois, les règlements évoluent, l'actualité est riche et surtout est pleine de rebondissements. Alors, on va aborder des notions fondamentales effectivement du RGPD. On est le mardi 28 mars. Bienvenue sur cette 9e table ronde. Bonjour Harmonie, bonjour Frédéric. Merci à vous d'être dispo et de venir. Vous êtes tous les deux délégués à la protection des données. Je vous laisse vous présenter brièvement, Harmonie. Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui, merci pour l'invitation. Donc je me présente, Harmonie Pénaud, je suis experte en protection des données personnelles chez Temesis, donc une agence qui intervient pour un numérique durable, donc avec l'accessibilité numérique, l'éco-conception et la protection des données personnelles. Bonjour, Frédéric Boissard, donc délégué à la protection des données personnelles externes et indépendants, et donc j'accompagne mes clients, PME et start-up dans leur mise en conformité au RGPD. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je précise parce que Harmonie nous a sensibilisé à l'accessibilité, je vais y arriver, et nous ferons en sorte effectivement que l'outil qu'on utilise pour faire la diffusion, effectivement, ne permet pas de sous-titrer en direct, mais promis, on va faire effectivement un gros travail de sous-titrage sur les vidéos YouTube qu'on mettra en replay à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et effectivement, on va faire l'effort, en tout cas sur les tables rondes, de pouvoir le faire effectivement à chaque fois. Alors, en préparant ce live-là, j'ai vu qu'effectivement, le RGPD, c'est pas nouveau. C'est même un petit peu plus jeune que moi, je dirais pas mon âge, mais ça date de 78, Harmonie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement ? Oui, c'est mon petit côté Stéphane Bern, retour vers l'histoire. Donc en France, on a quand même une histoire qui est assez chargée en matière de liberté, hein, ça je vais l'apprendre à personne, mais de protection des données personnelles également, puisque depuis le 6 janvier 1978, on a une loi qui s'appelle la loi informatique et liberté et une commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, une autorité indépendante qui est chargée d'encadrer toute la gestion des données personnelles. Donc tout ça depuis 78, et en fait ça remonte, si on remonte encore un petit peu plus loin, à 1974 avec un scandale qui s'appelle le scandale de Safari, où globalement, si je résume rapidement, le gouvernement s'est dit chouette, je commence à avoir des moyens pour suivre un petit peu tous mes Français avec un numéro unique et je vais tout mettre ça dans une base de données, ça va être magique. Et donc le magazine Le Monde a levé le scandale en 74 avec Safari ou la chasse aux Français, le titre un petit peu légendaire en matière de protection des données personnelles, qui a mené à cette loi de 78. Donc on a toujours en France une loi qui s'appelle la loi informatique et liberté, et puis au niveau européen, inspiré par notamment la loi informatique et liberté, on a eu des textes, par exemple la directive de 1995 et plus récemment, et encore plus connu, le règlement général sur la protection des données. J'ai bien dit attention, pas là, le règlement général sur la protection des données. J'avais précisé effectivement en annonçant l'événement, on parle de le règlement, voilà, voté en 2016 et applicable depuis le 25 mai 2018. Voilà, si je fais un petit retour historique rapide en matière de protection des données. Alors justement, quand on parle de données, Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, non, je voulais simplement dire que ce qui était intéressant lorsqu'on se plonge comme Stéphane Bern ou Harmonie dans l'histoire, c'est de voir que lorsque la commission qui avait été mise en place suite aux manifestations a été saisie, la lettre de mission qui lui était donnée, c'était de voir ce qu'il fallait faire pour pouvoir concilier le développement informatique et la protection des libertés. Et c'est toujours ce qui prédomine à l'heure actuelle, c'est concilier le développement des outils ou autres, et les libertés individuelles. Voilà.
Sinon, je suis à 100% avec ce qu'Harmonie vient de nous présenter. Admirablement, elle devrait bientôt faire des émissions historiques. Je pense, Harmonie, que tu peux, il n'y a aucun problème. À la télé ou à la radio, ouais, plus ces histoires de chats, on mettra ça dans la source. Des petites images de chats. Il y a des private jokes, ça. Et on vous mettra des liens en ressources, vous verrez, il y a des liens où effectivement Harmonie intervient et on parle de chats effectivement, donc comme quoi le RGPD, ça peut être aussi sexy, n'est-ce pas? Justement, il l'a placé, le sexy, il l'a placé. Je l'ai placé, hein. Ah ouais. Je valide. On a le RGPD, on a les chats et on a le sexy, on est bon. C'est bon. On peut commencer. Données personnelles, en fait, de données, qu'est-ce qu'on parle derrière ce règlement-là, en fait? J'aimerais comprendre et définir finalement qu'est-ce qu'une donnée et son degré finalement. On parle de données aussi sensibles. Quelqu'un peut me donner une définition? Ouais, données personnelles, tu pourrais résumer ça comme étant toute information qui va te permettre d'identifier une personne physique, directement ou indirectement. Donc un nom, un prénom, un matricule, une adresse IP, tout ça, ça permet, in fine, de pouvoir remonter jusqu'à une personne physique, et pas une personne morale, et donc à l'identifier. C'est très schématique, mais ça résume assez bien le concept. Et si on veut illustrer un petit peu la notion de recoupement que tu viens de présenter, moi j'aime bien prendre l'exemple de dire la centenaire qui vit à Trifouilly-les-Oies, potentiellement on peut réidentifier une personne, et donc la centenaire de Trifouilly-les-Oies, ça devient une donnée personnelle, même si j'ai pas son nom directement, voilà, je peux la réidentifier. Et parmi ces données, on va avoir des données plus sensibles. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux expliquer ça. Vas-y, je te laisse. On se fait en binôme. Vas-y. Donc, parmi les données personnelles, on a une typologie un petit peu spécifique de données qui est la donnée sensible. Donc, toutes les données sensibles sont des données personnelles. Toutes les données personnelles ne sont pas des données sensibles. Et donc, parmi les données sensibles, on va avoir toutes les données qui sont liées à l'origine prétendue raciale ou ethnique des personnes, toutes les données liées aux opinions politiques, convictions religieuses, appartenance syndicale, philosophique, tout ce qui est données de biométrie, de génétique, les données liées à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes et toutes les données liées à la santé. Sachant qu'on peut arriver très rapidement dans de la donnée sensible, si je prends l'exemple de la santé, avec uniquement la notion de est-ce que la personne est en situation de handicap ou non, par exemple. On arrive déjà dans de la donnée de santé. Est-ce que Jean-Pierre est allergique aux crustacés pour l'inviter au repas de fin d'année? C'est déjà de la donnée de santé. Donc ces données-là... Pardon, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire que ces données-là ont un niveau de sensibilité plus fort et que par défaut, on ne doit pas les collecter et les utiliser. On peut le faire que dans des cas vraiment spécifiques, autorisés, encadrés, avec un niveau de sécurité encore plus fort que sur une donnée personnelle classique. D'accord. Ouais. Je disais que c'est pour cette raison, un petit aparté, que lorsque des clients organisent des buffets ou ce genre de choses, on ne demande pas si les gens mangent de la viande ou pas. On va mettre à la fois des plats végétariens et des plats de la viande, éventuellement sans porc ou du poisson, pour éviter indirectement de connaître les opinions, les orientations éventuellement religieuses des individus qui se manifesteraient en disant qu'ils ne veulent pas de porc, par exemple. Et ça, comme ça, vous n'avez pas à collecter l'information et vous êtes relativement tranquille. C'est ça. Et des petits trucs et astuces pour éviter de collecter de la donnée. Exactement. Quand on a une base de données finalement, ou quand on fait de la prospection, il y avait aussi des histoires de bases légales auxquelles on se rattache finalement vis-à-vis de la donnée que l'on collecte. Et en fonction de la base, de la base à laquelle on se rattache, finalement, des fois c'est légitime, d'autres fois non. C'est ça un peu le principe? On peut dire ça, tu as 6 bases légales qui doivent permettre de justifier la mise en place de ton traitement. Ça peut être le consentement, l'intérêt légitime. Globalement, il faut que ce que tu veux mettre en place rentre dans les critères de l'une de ces 6 bases légales pour être justifié juridiquement et pouvoir être mis en place. On parle de quel, justement, c'est quoi ces 6 bases? Ouais.
Harmonie, Là, c'est à sais-tu? moi. Ouais, je veux bien. Alors, Non, mais allez, Comme tu veux. jouons aussi Comme vous base voulez, hein. légale. J'en On va voir. ai déjà donné 2. On a déjà eu le consentement, l'intérêt légitime. On va avoir Ouais. l'obligation légale, donc il y a un texte qui m'oblige à traiter la donnée. On va avoir le contrat, donc je passe un contrat avec le responsable de traitement qui me permet de traiter les données. On va avoir la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne. Donc, ça veut dire que pour sauver la personne, je vais avoir besoin de traiter ces données. On va avoir la mission d'intérêt public. Donc là, je suis un organisme public qui a, de par ses missions, la nécessité de traiter certaines données. Et puis, on va avoir, c'est laquelle qui nous manque? Contrat, obligation légale, intérêt légitime, sauvegarde des intérêts vitaux. Je ne sais plus s'il m'en manque une et laquelle c'est. Obligation légale? Obligation légale, je l'ai dit, je crois. On va reprendre. Obligation légale, intérêt légitime, vitaux, consentement, mission d'intérêt public. Et contrat. Et contrat. On a les 6. Et donc, il faut absolument une de ces 6 bases légales. Et si on hésite entre deux, on prend celle qui ouvre le plus de droits aux personnes concernées, puisque selon la base légale choisie, je vais avoir plus ou moins de droits qui vont être ouverts à la personne. Et il n'y a pas que le consentement dans la vie. Voilà. C'est pas forcément le consentement qui permet de faire un traitement. Qui permet de faire un traitement. Oui, parce que c'est finalement, il y avait des histoires de cookies. Si je suis un éditeur, par exemple, effectivement, de pub ou quoi que ce soit, c'est un intérêt légitime de mesurer l'audience avec des cookies, par exemple. Alors que ce ne serait pas le cas si j'en faisais pas. Pour l'exemple de la pub, non. Pour l'exemple de la pub, on ne va pas trop rentrer dans l'intérêt légitime. Par contre, si je suis éditeur d'un site et que je mets en place des statistiques de visite de mon site qui sont anonymisées avec une durée de validité de 13 mois, avec un certain nombre de critères qui sont établis par la CNIL, dans ce cas-là, je peux me fonder sur l'intérêt légitime et donc ne pas demander le consentement préalable de l'utilisateur pour cette typologie précise de cookies-là. Ouais, comme est-ce qu'il pourrait être lié à la sécurité également. Après, dès que tu es dans le profilage ou dans la publicité, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de le faire sans le consentement. C'est une jolie manière de dire très impossible. Mais non, c'est leur peur, dis-leur que c'est pas possible. Oui, non, sans le consentement. Et un vrai consentement. Tu peux pas, quoi. C'est un vrai consentement. C'est-à-dire que tu vas pas mettre une case qui va déjà être précochée. Il faut que les personnes aient reçu une information adéquate, parce que un consentement sans savoir à quoi tu consens, clairement, ça tient pas la route. Et voilà, que ce soit dans des termes clairs, compréhensibles de tout à chacun. Donc, on évite les paragraphes à rallonge avec que de la terminologie juridique qui ne serait pas forcément compréhensible par tous. Voilà, c'est un langage clair et on informe réellement sur ce que l'on fait avec les cookies installés. J'oserais même dire le mot accessible. Voilà. Et accessible. Tant dans le côté accessibilité numérique, parce que je rajoute une petite pierre à l'édifice là-dessus, que sur le côté, voilà, comme tu expliquais, de compréhensible, de lisible, adapté à la personne en face aussi, au public qu'on vise. Si on essaie de parler à des mineurs, les règles ne sont pas les mêmes non plus. Le consentement peut devoir être aussi donné par les parents. Enfin, il y a plein de règles à prendre en compte. Et puis le consentement, on peut l'enlever à tout moment. On a le droit de se dire finalement, je ne veux plus. Et là, il faut aussi le respecter. Et comme ne pas hésiter, par exemple, à utiliser des pictogrammes pour que ce soit vraiment... Enfin, il faut que ça parle, en fait. Et comme le disait Harmonie, il faut que ce soit adapté à tout public. Ça. Donc, les blablas de 12 pages où seuls les DPO s'amusent à les lire, ça devrait théoriquement être fini, ça. On part vers du legal design, vers une logique de transmettre l'information de manière compréhensible par tout le monde et pas uniquement des juristes pour des juristes via un terme juridique. Les pages de politique de confidentialité, tout le monde doit se mettre autour de la table pour les rédiger. D'accord. Alors, en aparté, il y a Xavier qui parlait, on parle de cookies et de consentement, donc du coup, Xavier qui demande quand mon école fait un goûter et qu'elle demande si mes enfants ont des allergies, ils sont hors scope légal du coup, et ils inscrivent ça sur des feuilles, sur des feuilles de papier. Alors, ça va dépendre. Je vais prendre la question sur l'école, si tu veux bien, Frédéric, comme j'ai beaucoup travaillé pour des collectivités et des écoles. Vas-y. On ne va pas dire ils ne peuvent pas faire, puisqu'il faut analyser tout le traitement dans son ensemble à chaque fois. Ça veut dire quand même qu'il faut qu'ils aient des mesures de protection, de sécurité, d'information, une base juridique qui soit costaud
pour permettre de traiter les allergies des enfants. De toute façon, en matière de périscolaire d'école, il y a des traitements de données liés à la santé des enfants qui sont faits dans des cadres très stricts, c'est-à-dire que, par exemple, le périscolaire n'a pas le droit de mettre les informations de santé de votre enfant dans son logiciel de gestion. Toutes les données de santé des mineurs doivent être traitées de manière papier. Donc c'est pour ça qu'il y a des dossiers qui sont conservés au nom de l'élève, cachetés, accessibles que des personnes habilitées. Voilà, on ne va pas laisser un enfant mourir avec une cacahuète pour une question de protection des données non plus. Il faut rester logique. Mais gardez un œil vigilant. Si, par exemple, au périscolaire, on vous demande votre numéro de sécurité sociale à l'inscription, ça, c'est interdit. Ils n'ont pas le droit d'utiliser votre numéro de sécurité sociale. Donc, grosse alerte. Voilà, faites attention à ce qu'on vous demande et ne le donnez pas forcément par défaut. Et questionnez. N'hésitez pas à demander à l'entité en face pourquoi vous voulez cette information-là et comment vous allez la protéger. Ça marche. Faut pas aller au goûter. Comment? Faut pas aller au goûter, c'est plus rapide. Ça, je sais que Xavier sera déçu pour le coup. Mais effectivement, pour l'avoir vécu Frédéric, à la fois en tant que parent et à la fois en tant que conseiller, enfin en tant que DPO, c'est parfois un peu exotique. Moi, j'ai souvent reçu à la maison des fiches d'autres enfants. Bon, parce qu'il y a ça aussi. Et après, il y a comment les conserver, mais aussi comment assurer derrière une gestion optimale et respectueuse du RGPD. Et c'est souvent, enfin, en tout cas, ce que j'ai pu voir à la fois en tant que parent et aussi en tant que DPO, c'est parfois un peu exotique. Disons que les personnes ont conscience que c'est important, mais elles veulent en fait bien faire. Et elles confondent bien souvent précipitation et j'ai oublié la fameuse citation habituelle. Vous savez, elles se précipitent et oublient parfois les règles élémentaires de protection. C'est pour ça qu'il est important de toujours rappeler les bonnes pratiques, les règles qu'on pourrait appeler de base, mais en fait, il n'y a vraiment rien de base, puisque c'est souvent ces petites choses-là, les questions un petit peu bêtes qu'on me pose souvent. J'ai une question bête, et c'est toujours celle-ci, en fait, qui se révèle hyper importante, parce que c'est celle qui va éviter au quotidien de faire les loupés les plus importants. Donc, jamais de questions bêtes en matière de protection des données. Ouais, ok. Avant qu'on attaque le dur, parce que je sais que Marc-Olivier, effectivement, pose pas. Il y a pas mal de questions sur justement les no-codeurs, les plateformes américaines et ainsi de suite. Je voudrais juste faire un tout petit point juste avant sur la partie actualité d'ACNIL, notamment sur le fait, on avait parlé de petites sanctions. Finalement, moi, la question que j'avais, c'était les contrôles sont réalisés sur quoi aujourd'hui? Alors, je ne vais pas parler évidemment comme la communauté, c'est quasiment un tiers de chefs de projet, d'entrepreneurs, un tiers de salariés, un tiers d'indépendants. Finalement, on n'est pas dans les GAFAM, mais finalement, pour nous qui travaillons avec des outils, qui travaillons en indépendant, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui? Frédéric, je te laisse prendre celle-ci. Ok, ouais, pas de problème. Comme tu veux. Alors, comment? Et comme tu veux, moi, taper sur les doigts qui sont ça me va aussi. Donc. Le risque, je dirais qu'il est polyforme. Ce sont à la fois les sanctions de la CNIL, donc qui peuvent aller de la mise en garde jusqu'à les fameuses sanctions financières que l'on connaît. C'est également les juridictions civiles, commerciales, pénales, qui peuvent également sanctionner les manquements RGPD. Et une qui est importante, je pense, c'est l'atteinte à l'image de l'entreprise, de son activité. Aujourd'hui, tout est public, quasiment. Donc, un manquement au RGPD peut être révélé à ses concurrents, à ses salariés, bref, je dirais à la terre entière, que ce soit par le phénomène des réseaux sociaux ou même tout simplement parce que certaines décisions de la CNIL notamment peuvent être rendues publiques et on peut réussir plus ou moins à identifier l'entreprise. C'est probablement cette atteinte à l'image l'une des plus importantes aujourd'hui parce que ça peut compromettre clairement un développement. Clairement, au-delà des sanctions financières
et des sanctions pénales, des dommages et intérêts éventuels. Bref, je pense qu'aujourd'hui, l'atteinte à l'image de l'entreprise n'est pas à négliger, bien au contraire. Surtout que nous sommes dans dans une ère où les individus attendent maintenant de plus en plus d'éthique dans le monde des affaires, attendent de plus en plus de transparence. Et les études montrent que beaucoup sont aujourd'hui prêts à changer de fournisseur, à changer de co-contractant si ce dernier ne travaille pas d'une façon éthique. Et dans l'éthique, ils incluent la gestion respectueuse des données personnelles, enfin une gestion respectueuse des données. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, Baudouin, à tes questions. Moi, Tu veux que je rentre un peu dans le détail? Si tu veux, je reprends le rebond pour compléter un petit peu sur la partie un petit peu sanction de plus petite taille, puisque la CNIL, c'est la quand fameuse même sanction PME. Voilà, la CNIL s'est armée l'année dernière d'un processus de sanction qu'elle appelle simplifié, puisque concrètement, là jusqu'ici, on était quand même sur des gros dossiers de contrôle, de sanctions qui prenaient beaucoup de temps et qui étaient principalement, même si c'était pas que le cas, qui étaient quand même principalement sur des grands acteurs. Et donc là, on a un process simplifié qui va mettre en place des sanctions plus rapides sur des thématiques plus simples ou déjà analysées par la CNIL, avec des sanctions qui ne seront pas rendues publiques, donc il n'y aura pas le nom de l'entité, mais on aura quand même l'information qu'il y a eu une sanction. Et puis, une sanction financière qui peut aller jusqu'à 20 000 € d'amende. Mais ces sanctions-là, voilà, vont tomber plus rapidement, plus facilement, et donc potentiellement, le risque pour les PME, par exemple, va augmenter aussi d'être contrôlés et sanctionnés par la CNIL, sachant que ces contrôles ne se font pas, enfin, se font de plusieurs manières. On va avoir le contrôle sur place où un agent de la CNIL va toquer à votre porte un lundi matin et ils vont dire bonjour, il y a un contrôle. Mais on va aussi, par exemple, avoir le contrôle en ligne où là, l'agent de la CNIL va directement sur votre site internet, il ne vous pose pas de questions en amont et il audite votre site directement. Donc ça se trouve, là j'aime bien faire peur aux gens, en disant ça se trouve en ce moment, il y a quelqu'un un agent de la CNIL qui est en train de contrôler votre site. Donc ça, voilà, c'est des possibilités de contrôle, sachant qu'on a des thématiques un petit peu chaque année. Donc cette année, on va avoir pas mal de contrôles apparemment sur les applications mobiles, sur tout ce qui est caméra augmentée, tout ce qui est fichiers bancaires, dossiers de santé, et à la marge à côté, on va aussi avoir des contrôles sur le rôle de délégué à la protection des données. Donc ça, c'est pour nous, sur les missions, les modalités de désignation. Et puis, au-delà de la CNIL, comme l'a dit Frédéric, il y a quand même l'utilisation du RGPD sur d'autres aspects du droit qui ont des impacts non négligeables, comme par exemple, relativement récemment, l'annulation d'un contrat d'un prestataire de site Internet pour non-respect du RGPD par rapport à son client. Mais parce qu'il a été audité par la CNIL ou parce que c'est le client qui s'est fait toquer? Frédéric, en l'occurrence, c'est le client qui s'est fait toquer. Et le client, pour faire simple, a mis en avant la non-conformité de son site pour voir le contrat annulé et les sommes versées remboursées. Donc là, en tant que sous-traitant, l'obligation d'être au carré côté RGPD, de proposer des outils, des prestations qui soient au carré côté RGPD est important aussi pour garantir la viabilité de ses contrats avec ses clients et aussi ne pas être accusé de concurrence déloyale ou d'autres choses de ce style-là. Là, on parle d'agence ou on parle d'indépendants sur cette partie-là? Enfin, pour ce cas précis, en tout cas. Là, c'était une agence, je crois. C'est une agence, d'accord. Une agence, mais c'est tout à fait transposable aux indépendants, hein, parce que le principe reste le même, et c'est tout à fait transposable aux indépendants, selon moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Harmonie, mais je pense aussi. Je pense aussi. Et puis, il faut aussi se rappeler que la CNIL fournit énormément de ressources et d'informations de différentes typologies, par différents moyens, pour différentes personnalités cibles, et que donc, on commence aussi à avoir de plus en plus de mal à dire « le j'étais pas au courant ». Je ne savais pas que ce n'était pas possible d'utiliser Google Analytics sur mon site, par exemple. Ça commence à être de plus en plus difficile à entendre. D'accord. Alors c'est vrai que dans notre monde de nos codeurs, en tout cas, il y a des outils qui nous facilitent la vie. Enfin, je pense notamment aux cookies et on en parlait, je crois que c'était avec Frédéric. C'est
quand on a des sites, par exemple, le site internet s'y prête bien en fait à cet exemple-là, c'est quand on va générer justement des mentions légales de manière totalement automatique, des politiques de confidentialité totalement automatiques, et ainsi de suite. Là, on est en train de dire que finalement, c'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose où il faut reprendre. On aurait tendance à dire, enfin, ça permet, Armi, Oui. qu'on a plutôt intérêt à faire une analyse au cas par cas, parce que s'assurer que ce qui est généré automatiquement correspond à la réalité de la situation et correspond bien, si je parle des mentions d'information, à ce qui doit être indiqué. Voilà. Il y a toujours un piège. Les outils, certains outils sont peut-être génèrent des mentions d'information peut-être un peu plus précises que d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne faut pas se contenter de se dire, voilà, j'ai cliqué, ça génère, on est bon. Non, il faut vraiment procéder à une analyse cas par cas. C'est tout bête, mais connaître les finalités de ces cookies, connaître les durées de conservation, quand tu vas rédiger des mentions sur un site, connaître les finalités des différents traitements, c'est important parce qu'on peut se retrouver avec des mentions qui ne sont pas conformes, alors qu'on était persuadé que justement le fait d'appuyer sur un bouton pour générer la mention nous mettait à l'abri. Et non, il faut vraiment faire une analyse au cas par cas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis complètement d'accord. Dans cette typologie de métiers-là, faire du automatique, souvent, quand on nous vend quelque chose de trop beau, c'est souvent qu'il y a un petit loup caché. De l'automatique sur ces sujets-là, c'est relativement dangereux et ouvre à des risques importants, tant pour la personne concernée, parce qu'au final, elle n'aura pas l'information nécessaire, parce qu'au final, l'objectif, c'est toujours de protéger la personne, de lui permettre d'exercer ses droits, que pour l'entité, qui aura l'impression d'avoir bien fait et qui, au final, laissera un trou dans la raquette qui la met en danger. Donc, l'automatique. Et puis, comme on l'a dit, oui, sans le savoir en plus. Et comme on l'a dit, il faut que ces informations-là soient transmises de manière accessible, compréhensible, lisible. Et c'est là où c'est important pour l'entité de prendre à bras-le-corps ce chantier-là pour aussi en faire un outil de communication. Travailler sur sa politique de confidentialité avec une rédaction qui ressemble à l'entité, qui prend en compte les besoins de ses utilisateurs. C'est aussi montrer qu'on a mis du temps dessus, qu'on a travaillé dessus et qu'on protège vraiment, réellement, qu'on a à cœur la donnée de la personne. Et puis, lorsque vous tombez sur des prospects ou des clients qui s'y connaissent un petit peu, lorsqu'ils lisent ces mentions, ils voient tout de suite quelles sont les mentions un peu plus sérieuses que d'autres et ça augmente le capital confiance pour l'entreprise. Enfin, c'est, comme disait Harmonie, autant essayer d'utiliser ces différentes mentions qui, certes, peuvent être vues comme une charge, mais autant les utiliser pour se différencier commercialement et gagner la confiance des prospects et des clients. Parce que, justement, ça c'est ouais. Pardon, Baudouin, oui. Non, vas-y, continue, Frédéric. On peut dire des mentions qui sont générées automatiquement ou qui ne collent pas trop à l'activité, ça se voit assez rapidement à l'œil. Quand on les lit, même une personne qui n'est pas trop avertie peut vite se dire qu'il y a quand même un loup. La question que j'ai, c'est aujourd'hui, alors certes, on peut se faire aider effectivement par un DPO pour rédiger tout ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des points de départ et où est-ce qu'on peut trouver des ressources ou des points de départ justement là-dessus? Alors aussi bien, ouais. Le site de la CNIL regorge d'informations, de modèles, de ressources adaptés aux PME, adaptés aux associations, adaptés aux collectivités territoriales. Il y a énormément d'informations qui est disponible sur le site de la CNIL. Donc moi, le premier réflexe que je dirais, c'est déjà aller jeter un petit coup d'œil sur le site, tant pour votre côté pro que votre côté perso. Il y a aussi des ressources pour aider vos enfants, etc., à se protéger sur les réseaux sociaux. Là, c'est mon petit côté protection de l'enfance. Mais oui, n'hésitez pas à aller sur le site de la CNIL. Il y a un MOOC qui est disponible aussi de la CNIL pour apprendre un petit peu plus en profondeur les différentes thématiques, etc. Déjà, rien qu'avec ça, on a énormément de billes pour se mettre en conformité, découvrir le sujet et puis faire le niveau 0, entre guillemets, tout seul. Je mets déjà au carré ce que je peux mettre sans forcément avoir à faire appel à un spécialiste.
Alors après, c'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui accompagne et qui aide et qui guide, mais on peut déjà s'en sortir avec pas mal de ressources dispo sur le site de la CNIL. D'accord. Bon, alors partez pas tout de suite sur le site de la CNIL, on a encore des choses à dire. Et je voulais rentrer, ouais, j'ai eu pas mal effectivement de questions en amont de ce webinaire, en annonçant l'événement, qui rentrent dans cette partie justement. Aujourd'hui, sur le no-code, en tout cas sur l'écosystème, il y a quasiment 90, allez, comme ça, un gros smile au doigt mouillé, 90% des plateformes qui sont américaines, en tout cas pas européennes. Et donc déjà, l'hébergement, ouais, je dois sourire à Moni. Ouais. Ben, en fait, on est un peu coincé. Grosso modo, les données, à la limite, déjà, si c'est nom, prénom, email, c'est des données, c'est considéré comme des données personnelles. Oui. Oui. Ok. Donc, le fait de, par exemple, alors en préparation, moi, j'ai évoqué Airtable. Aujourd'hui, moi-même, j'utilise effectivement cette solution-là pour stocker les données, aussi bien mes données de prospection, mais également les données des clients quand ils font, quand ils remplissent un formulaire pour aller chercher des clients, ils mettent ces données-là là-dessus. Et récoltent nom, prénom. Aujourd'hui, j'ai même créé un formulaire, c'était pour un coach sportif, nom, prénom, âge, et puis l'email. Et ensuite, la personne, le coach, va rappeler. T'as demandé avant s'il y avait personne de la CNIL dans l'audience? Ah non, mais justement, moi, je suis là. Non, mais on est d'accord, je suis là pour me faire défoncer. Non, mais j'attends l'audit. Non, mais en fait, voilà, j'aimerais connaître si effectivement, là, cette solution mise en place, qu'est-ce que concrètement, finalement, je dois faire et comment je dois protéger, en fait, mes données ou les données de mon client lorsque je mets en place une solution comme ça. Alors, il y a déjà l'hébergement, ça, je sais qu'on va pouvoir en parler. Et après, comment je protège, je dirais concrètement, ces données dans ce cas-là. Et on reste que sur une base de données qui est hébergée aux États-Unis. Ouais. Ok. Tu veux y aller, Frédéric? Si je te laisse, tu as bien commencé en parlant du contrôle, puis je complète après, il n'y a aucun problème. Si on repart sur le studio. Pardon? C'est à ce moment-là qu'on doit quitter le studio, en fait. La question pour commencer, je pense, c'est de parler un petit peu des transferts aux États-Unis. La problématique de base qu'on a avec ces typologies d'outils et avec beaucoup d'autres, c'est les outils qui hébergent les données aux États-Unis ou qui sont traités par des entreprises américaines. Parce qu'il n'y a pas que la localisation de la donnée qui compte. Confier ces données à un prestataire américain suffit pour tomber dans tous les écarts qu'on va voir juste après. Donc, c'est-à-dire que si on remonte un petit peu l'historique, je reprends ma casquette Stéphane Bern, si je reprends un petit peu l'historique, il y a eu des accords avec les États-Unis et l'Europe depuis un petit moment pour permettre les transferts de données entre États-Unis et Europe. Donc, on avait eu le Safe Harbor qui a été invalidé. Après, on a eu le Privacy Shield qui a été invalidé à l'été 2020. Et là, on est dans l'entre-deux accords, puisqu'il y a un accord qui devrait théoriquement être mis en place dans l'année, qui autoriserait les transferts entre les États-Unis et l'Europe. Actuellement, depuis l'été 2020, on n'a plus le droit de transférer les données vers les États-Unis. Pourquoi? Parce que la législation américaine, sans faire un cours de droit américain, parce que je n'arriverai pas à le faire, mais la législation américaine n'a pas du tout la même logique que l'Europe en matière de protection des données et que les lois de protection, particulièrement liées au terrorisme américain, font que les services de renseignement peuvent aller consulter les données de toute entreprise américaine, que la donnée soit en Europe, en France ou aux États-Unis. Et c'est ça le fond du problème qui a fait l'invalidation du Privacy Shield et qui fait que depuis 2020, on n'a pas de base qui nous permet de transférer les données vers une entreprise américaine ou de les stocker aux États-Unis, sauf si on arrive dans les pièces juridiques et les contrats à atteindre le niveau de protection de la donnée exigé par l'Europe. Donc en gros, réussir à dire j'arrive à faire en sorte que l'entreprise américaine soit plus soumise au droit américain. Ce qui, si on réfléchit bien, est quasiment impossible.
Voilà, sauf chiffrer la donnée, mais pas lui donner la clé de déchiffrement. Enfin, voilà, quelque chose qui devient rocambolesque, qui est impossible à faire. Ce qui veut dire que depuis l'été 2020 et jusqu'à ce qu'on ait un prochain accord, peut-être, prochain accord qui, on peut parier déjà dessus, retombera après, comme ça a déjà été le cas pour le Safe Harbor, le Privacy Shield. Enfin, on est dans une boucle. Hein. Mais donc, pour l'instant, actuellement, on n'a pas le droit de transférer les données à un prestataire américain et ou sur le territoire américain sans justifier juridiquement d'un niveau de sécurité de la donnée suffisant. Sinon, on a un non-respect du RGPD et donc de potentielles sanctions par les autorités de contrôle. Ouais. Et la solution technique du chiffrement, faut-il encore que la clé de déchiffrement ne soit pas soit en la possession de l'autre entité, soit hébergée aux États-Unis. Exactement. Il ne faut pas que... le chat qui se mord la queue et on aura des données chiffrées, mais qui peuvent être déchiffrées à tout moment et sans que les personnes concernées ne le sachent, en fait. C'est ça. Donc, vous le mettez dans un coffre, mais vous donnez la clé au gardien. Voilà, le gardien pourra toujours accéder à l'information. Donc, le chiffrement, ouais, mais on garde la clé, quoi. C'est ça. Donc là, globalement, tous les outils américains, théoriquement, on ne devrait plus les utiliser. Et là, je ne cite pas de nom parce qu'on va se faire des copains, mais tous les grands outils que vous avez en tête, là, tout de suite, vous n'avez plus le droit de les utiliser. Ce qui explique pourquoi Office 365 commence à être retoqué dans l'éducation, ce qui explique pourquoi on commence à retirer tous les Google Analytics, qu'on commence à interdire TikTok sur les téléphones des fonctionnaires. Voilà, toutes ces choses-là sont liées au problème de transfert de données dans des pays moins protecteurs. Et qui parfois peuvent créer des frustrations chez l'utilisateur qui adore les fonctionnalités, mais qui, pour des raisons ne peut plus y accéder. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a... Ça jette un gros froid, là, hein, parce que très sincèrement, effectivement, voilà, aujourd'hui, il y a peu de solutions françaises. Elles sont là, elles pop. Il y en a plusieurs, effectivement, des concurrents pour des bases de données d'Airtable. Il y a Tamtonic, il y a que ça. On peut mettre Cité Basereau. Enfin, et je ne voulais pas faire justement toute la liste parce que il y a justement... une personne qui nous demande est-ce qu'il existe une liste d'outils no-code qui ne sont pas RGPD. Le problème, c'est que on peut aussi aller plus loin. Enfin, moi, j'avais la question justement sur la partie Airtable. Je vous ai, en préambule, envoyé, j'ai signé un DPA, un Data Process Agreement avec Airtable. C'est ce que j'ai signé, moi, avec Airtable. Et j'avoue que celui-là ne permet juste de ma compréhension, et vous allez me dire si effectivement c'est ça, c'est de dire ça protège, enfin ça rend finalement le process qu'ils vont en faire est conforme à la partie au règlement RGPD. On va le rendre conforme, donc ils vont pas utiliser les données, mais j'ai l'impression de manière intentionnelle. C'est ce que ça veut dire derrière. Pour autant, comme c'est une entreprise hébergée aux US. Finalement, c'est ce que je signe là, c'est ça. On est d'accord, ça sert à rien. C'est déjà ça. Ça veut quand même dire des engagements. Faut pas être complètement négatif. Mais le 100% RGPD pourra jamais être atteint, à mon sens, si on utilise une entreprise américaine dans les conditions actuelles de l'instabilité juridique du transfert. L'avantage de ce document, c'est que tu as certains engagements, je crois, sur la sécurité, sur ce genre de choses. Mais effectivement, à partir du moment où c'est hébergé aux États-Unis où que l'entreprise est de droit américain, on retombe sur ce qu'Harmony a pu nous présenter précédemment. Mais ça reste quand même, voilà, de toute façon, lorsqu'on fait appel à un sous-traitant, il faut des clauses contractuelles, un petit peu de ce type-là, avec les droits et devoirs de chacun. Donc ça, c'est une obligation. Dès que vous faites appel à un sous-traitant ou que vous êtes sous-traitant, vérifiez que vous ayez bien des clauses contractuelles. Alors, il y a un modèle type sur le site de la CNIL pour dire qu'est-ce que vous allez faire des données une fois que le contrat est fini, qu'est-ce qui se passe s'il y a une violation de données, qui vous devez prévenir, s'il y a une demande d'exercice de droit, c'est vous qui répondez ou c'est le responsable de traitement, c'est le client. Voilà. Toutes ces règles-là doivent être établies en amont et rédigées, écrites. Donc ça, c'est déjà un bon point. Ça ne veut pas dire que l'entièreté du process est conforme à RGPD, par exemple, s'il y a un transfert aux US. Mais je voulais rajouter aussi, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de transférer vos données en dehors de l'UE.
il y a des pays en dehors de l'UE qui ont une décision d'adéquation et qui font qu'on a le droit de transférer des données vers ces pays-là, puisqu'en gros, l'Europe a considéré que le niveau de protection était le même que dans l'Union européenne. Donc, vous pouvez transférer au Japon, en Israël, voilà, dans certains pays, vous allez pouvoir transférer la donnée quand même. Les États-Unis, c'est plus compliqué. Mais ça changera. Mais à force, on va finir. Ils avancent quand même. Il y a des jeux, il y a des signes. Oui, justement, c'est une question tout à l'heure. Ça va se renforcer, c'est-à-dire que ce nouvel acte finalement entre l'Europe et les États-Unis et ainsi de suite, on va sur une réglementation plus stricte finalement pour l'Europe. Enfin, plus ça va, plus on est strict, ou plus ça va, plus il y a un accord et finalement on va pouvoir utiliser nous des outils américains. C'est ça que j'ai du mal à Il faut que l'Amérique montre patte blanche et change son fusil d'épaule en matière de protection de la donnée personnelle. Tant que ce ne sera pas le cas, on va tourner en rond parce qu'il y a des accords qui seront signés, parce qu'il y a quand même des contraintes économiques qui sont fortes, mais ils vont retomber au bout de quelques années de procédure. On va repartir dans la boucle là qu'on a vécue, avec des instabilités, le temps qu'il y ait un nouvel accord qui se resigne. Tant qu'il n'y aura pas un alignement entre la vision européenne et la vision américaine, on essaie de faire rentrer des ronds dans des carrés et inversement, et au final, on tourne en rond. Et les DPO sont tous avec, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, parce qu'il y a la contrainte, il y a la réalité, et il y a ce qu'on devrait mettre en place pour être 100% conforme, mais dire à une entité qui est full sur entité américaine, lui dire bah, tu arrêtes tout et tu trouves des alternatives pour tous tes outils, voilà, on n'est pas super bien accueillis si on le présente comme ça. Mais alors, on parle des 90% et enfin finalement ça va être étranger parce que on est en train de parler dans le chat de Zo qui est une boîte indienne. Du coup, c'est exactement la même chose de l'autre côté ou je dirais que les États-Unis c'est le mouton noir et finalement de l'autre côté comment ça se passe justement pour une plateforme qui serait par exemple hébergée en Inde ou tout du moins qui serait sous juridiction indienne par exemple. Alors, c'est pour citer que celle-là, hein, mais dans un autre pays, comment ça se passe? Le DPO met en place son master de droit international pour aller vérifier toute la protection des données dans chaque pays, parce qu'il faut aller voir la législation, voir ce qui est en place, est-ce qu'on a suffisamment de protection ou pas, si le pays n'a pas de décision d'adéquation. Il y a une cartographie qui est disponible sur le site de la CNIL. Alors, je vous mets le lien effectivement dans le chat. Effectivement, c'était une question de Mandy qui disait est-ce que cette liste de pays est sur le site de la CNIL? Oui, il y est. Et je vous ai mis le lien dans le. Si le pays a une décision d'adéquation, bah c'est parfait, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. S'il n'y a pas de décision d'adéquation, il faut aller analyser la législation du pays et mettre en place des outils juridiques pour garantir le même niveau de protection des données qu'en Europe. Et là, bonne chance. Le traitement sera mis en place dans les 15 jours. C'est ça. Oui, d'accord. Ouais, en termes de mise en place, effectivement. Bon, ça commence à fuser là, en termes de questions. Effectivement. Est-ce que ça existe une société conforme au RGPD? Oui. Il y en a. La conformité RGPD, c'est pas ça y est, je l'ai atteint et je suis conforme, je suis tranquille. C'est quelque chose qui se fait au quotidien. Qui évolue au fur et à temps. Voilà, c'est un travail d'amélioration continue. Donc, on est en permanence en train de travailler à la conformité RGPD d'une entité, d'une asso ou d'un organisme. Ça, voilà. Après, le 100% conforme, tout est possible. Ça reste compliqué, mais je pense que c'est de l'amélioration continue. Il faut faut identifier les problématiques qu'on a et puis se donner un plan d'action concret pour avancer, identifier les risques les plus forts et puis avancer dans le temps. Commencer par les risques les plus forts et puis après mettre une démarche projet derrière pour être constamment en constat, analyse et correction. C'est ça, c'est de la qualité, plan, do, check, act. On est vraiment dans cette logique d'amélioration continue en permanence et d'avoir aussi des bonnes habitudes qui entrent. Donc, il faut sensibiliser un petit peu tout le monde pour avoir des bons réflexes d'alerte si jamais il y a des violations de données, d'alerte s'il y a des demandes d'exercice de droit, s'il y a un nouveau projet que le DPO ou la personne qui est un peu sensibilisée à la thématique puisse être intégrée pour faire de la privacy by design. Dès la conception du projet, avoir cette logique de protection de la donnée. Si je mets en place une base de données, réfléchir combien de temps je vais avoir besoin de ma donnée, est-ce que je peux pas mettre en place de la purge automatisée, voilà, ce genre de choses.
Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire, parce qu'après, effectivement, vu qu'on a l'obligation d'être dans du privacy by design, et dès que tu as un nouveau projet, un nouveau contrat, on doit s'interroger sur la conformité RGPD et ce qu'il faut éventuellement mettre en place, parce que c'est la première fois qu'on est face à telle ou telle situation. Donc, le RGPD, pour ça, je dirais, nous aide, parce qu'il le prévoit. Après, il faut que ça soit mis en place, qu'il y ait la bonne organisation derrière, mais voilà. On doit être toujours dans ce cercle vertueux, constat, analyse, mesures correctives, et puis... Mais sans se dire que c'est une montagne infranchissable, le fait que par les grosses entités, c'est des bons réflexes, c'est des trucs et astuces au quotidien, en fait. Il faut juste prendre des bonnes habitudes, et on fait déjà une grosse partie du travail, hein, mine de rien. Bah, par exemple, quelque chose qui va vous coûter 30 €, c'est une déchiqueteuse, une broyeuse à mettre dans votre bureau. Ça paraît, alors ça fait sourire quand je donne cet exemple, mais ouais, on ne laisse plus rien traîner sur son bureau, et quand on a terminé un dossier, si on a imprimé, si on a eu des copies, déchiqueteuse. Voilà, ça coûte 30 €, et c'est un premier pas déjà vers une conformité. Alors, c'est un peu anecdotique, mais ce sont aussi des petits gestes du quotidien. Et je reprends un message que je vois passer là dans les commentaires. Qu'en cas de contrôle, montrer qu'on a analysé le sujet, c'est déjà quelque chose, c'est très important. Voilà, la bonne foi, montrer que vous vous êtes impliqué, que vous avez mis en place des choses, c'est tous les arguments que vous allez pouvoir démontrer aussi pour dire, voilà, on est au courant, on a fait des choses, tout ça c'est important, et ça va jouer aussi dans la relation avec la CNIL, hein, tout bêtement. Si vous montrez que vous n'êtes peut-être pas parfait, mais que vous avez de la bonne volonté, ils vont pas réagir de la même manière que si vous essayez de cacher les choses, que vous utilisez à des fins un petit peu tortueuses. Et puis, ça va impacter aussi les potentielles sanctions derrière, hein. Tout ça, ça joue. Donc, chaque étape que vous mettez en place, chaque chose que vous faites, a un impact aussi dans votre démarche. Là, le fait de suivre ce webinaire, d'échanger avec nous, de vous intéresser au sujet, mine de rien, c'est déjà une étape importante, hein. Vous vous sensibilisez, vous apprenez sur le sujet, et puis vous allez mettre en place des petits conseils qu'on pourrait vous donner au fur et à mesure. Faut pas se mettre de la pression en se disant, voilà, c'est un monstre énorme, une hydre à 15 têtes, que je ne sais pas par où attaquer. Il faut juste commencer par un petit morceau, et puis y aller au fur et à mesure. Et pas hésiter, à aller chercher des ressources, à s'accompagner de personnes, à suivre des webinaires comme ça sur les thématiques spécifiques, pour pouvoir aussi se rassurer, déjà se dire qu'on n'est pas les seuls dans le bateau, on est tous dans la même logique, mais qu'il n'y a rien d'insurmontable, et que parfois on ne pourra peut-être pas donner la réponse immédiate de dire je change d'outil demain, et puis voilà, c'est pas bon, c'est aux États-Unis, je change d'outil demain. Dans la réalité, c'est pas toujours possible. Voilà. Mais il faut analyser les risques. Qu'est-ce que je mets dedans dans mon outil qui part aux États-Unis? Est-ce que je vais peut-être éviter d'aller mettre des données de santé de mineurs, par exemple? Je vais peut-être faire attention à la sensibilité ou au type de personne dont je vais mettre les données dans mon outil. Ça peut être aussi des réflexions comme ça. La gestion par le risque, même si on n'aime pas trop cette logique, puisque théoriquement, on devrait être parfait. Mais voilà, éviter de mettre les choses les plus sensibles sur des endroits qui ne sont pas sécurisés. Des choses toutes bêtes. Oui, Arnaud résumait ça effectivement. En cas de contrôle, c'est montrer qu'on est réellement finalement considéré le problème, et qu'on a mis en place des choses, et éventuellement on a documenté de la manière dont déjà on a le flux de données. Justement, parlant de flux de données, quelque chose qui, on fait transiter de la donnée. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les outils no-code, on fonctionne beaucoup par API. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller toquer à la porte, aller chercher de l'information sur une plateforme pour la faire transiter sur une autre. Donc, il y a une sorte de transition. Ce transit ou ce tuyau-là qui les amène, effectivement, c'est pareil, c'est à documenter, de savoir où sont localisées les données. Donc, des données finalement même temporaires qui transitent à travers ce tuyau, que ça soit la journée, 1 heure, 1 minute ou 1 seconde. Finalement, même cette donnée-là, elle doit être effectivement bien documentée, bien identifiée, typée, sécurisée. On est d'accord? Effectivement, il faut savoir, savoir où sont vos données, et ça servira notamment le jour où il y a une violation de données ou une faille de sécurité, on va dire, pour pouvoir savoir où sont les données, quelles sont les données éventuellement concernées, donc que ce soit lors d'un hébergement ou lors d'un transfert, effectivement, d'où ta remarque sur les flux. La notion de documentation est très importante. Ouais. Il faut savoir où est la donnée, quel type de données, quelle base légale, tout ça, c'est important. Et en tant que sous-traitant, vous avez des obligations de tenue de registre.
de savoir quel client, pour quelle typologie de traitement, quelles mesures de sécurité. Tout ça, vous avez des obligations en matière de documentation également. Mais c'est pas seulement sur les, finalement, c'est aussi sur les données de nos clients. Quand on met en place une solution, je prenais l'exemple de tout à l'heure, quand on prend l'exemple de cette solution-là, qu'on met en place d'un formulaire pour un client, il faut absolument documenter où est-ce que c'est, comment c'est fait, comment c'est traité, comment lui va le traiter. Et c'est finalement des obligations. Enfin, je veux dire, il y a une question de responsabilité aussi. Si moi je souscris à une plateforme, je prends un abonnement et je mets les données de mon client, je les traite. Je deviens finalement prestataire de service, mais en même temps, j'ai une responsabilité. Il y a une différence entre cette responsabilité-là et la responsabilité qui est de dire mon client prend un abonnement qui lui est propre, sur lequel il paye, c'est lui qui paye son abonnement, et je lui mets en place une solution. Est-ce que je suis autant responsable que dans le premier cas? Et si oui, est-ce que finalement, moi en tant que prestataire de service, finalement, j'ai pas une responsabilité de devoir de conseil quelque part, en disant attention, monsieur le client, ce que vous mettez là ou ce que vous récoltez comme information, il faut les traiter comme ci, comme ça. Alors que je suis pas DPO. Frédéric, je te laisse y aller sur celle-ci. Voilà, je te laisserai compléter. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs points là-dedans. Faire prendre, pas prendre le contrat, enfin le faire souscrire ou non par ton client, pourquoi pas. J'aurais tendance à dire que au-delà de qui juridiquement signe, il y a aussi qui traite derrière. Et quel est ton rôle réel? Est-ce que tu interviens réellement en tant que sous-traitant? Est-ce que tu interviens ou pas? Enfin voilà, là je suis un peu mal à l'aise pour te répondre parce que il y a un des principes en droit et notamment RGPD, c'est qu'au-delà de ce qui est écrit dans les contrats, la qualification de sous-traitant va se déduire de ce que tu fais réellement ou pas, des actes positifs que tu vas réaliser. Donc je sais pas, enfin peut-être qu'Harmonie a une vision plus tranchée que la mienne. Ça peut être une solution, mais il faut quand même creuser, quoi. Je dirais que dans tous les cas, à chaque fois qu'on me pose une question RGPD, j'ai toujours envie de répondre par ça dépend, il faut qu'on analyse le contexte complet. Ce que je glisserais quand même comme information de ce que tu nous as présenté, c'est la logique de responsabilité, responsable de traitant, sous-traitant, dont on n'a pas trop parlé encore. Le responsable de traitement, c'est la personne ou l'organisme qui définit le pourquoi et le comment on va traiter de la donnée. Donc souvent, ça va être le client qui va faire appel à un sous-traitant qui va manipuler, traiter de la donnée pour le compte du responsable de traitement sur son instruction. Donc, votre client qui vous dit je veux que tu m'héberges telle donnée et que tu en fasses ci, tu en fasses ça. À partir de ce moment-là, vous êtes sous-traitant. Donc, ça veut dire qu'il vous faut déjà un contrat entre le responsable et le sous-traitant et que vous vous engagez à respecter un certain nombre de choses. Globalement, à respecter la réglementation. On va synthétiser comme ça. Et puis, dans ce contrat-là, vous allez pouvoir avoir la possibilité ou pas de faire appel à des sous-traitants ultérieurs en demandant l'accord du client ou pas. Et donc, ce sous-traitant ultérieur, qui serait par exemple l'entité sur laquelle vous allez prendre un abonnement, vous allez vous engager à ce qu'elle respecte aussi toutes les règles que vous avez dit je vais respecter. Donc, il y a une chaîne de responsabilité, c'est-à-dire que vous allez être responsable aussi du choix de votre sous-traitant ultérieur. Donc, voilà, il y a toute cette notion de c'est pas parce que je fais appel à quelqu'un d'autre que je me dégage de la responsabilité. Et donc là, il est important de voir les contrats, de voir ce qui est dedans, surtout quand on a l'impression qu'on n'a pas trop la main et qu'on nous donne un contrat déjà tout prêt et qu'on nous dit c'est ça ou rien du tout. Dans ces cas-là, il faut aussi analyser et se dire que peut-être que signer va nous mettre en péril juridiquement derrière. Et dans tous les cas, le devoir de conseil est de dire attention, vous utilisez une plateforme américaine, il y a ces risques-là. Pour moi, ça reste très important de la part des spécialistes de la thématique. Vous, en tant que prestataire, de dire il y a des règles RGPD, même si vous n'êtes pas expert, sans dire il y a article tel, machin, mais au moins dire attention, il y a peut-être un sujet là-dessus, voyez avec votre DPO, qu'on se mette au carré, et puis mettez-moi l'ordre par écrit. Si vous voulez que je fasse quelque chose qui, pour moi, me paraît borderline, je mets par écrit que ça me paraît borderline et vous me dites par écrit que vous voulez vraiment que je le fasse. Documenter au maximum. Ok. Je rappelle à mon client tout à l'heure.
Non, non, mais je dis ça, effectivement. Non, mais c'était un cas concret, effectivement, que je me posais. Et je comprends effectivement la réponse prudente aussi, puisque en fait, finalement, c'est un petit peu partout. Il faut faire toujours attention, finalement, à qu'est-ce qu'on traite, comment on traite, et quitte à se faire aider, effectivement. Enfin, on commence à rentrer aussi quelque part, dans un domaine d'expertise sur lequel, à un moment donné, effectivement, se faire épingler coûte cher. Et quelque part, c'est quand même mieux de se faire aider. Enfin, moi, j'en arrive à cette conclusion-là, là, au bout d'une heure, c'est un peu ça aussi, quoi. Et cher sur toutes les thématiques, hein, comme disait Frédéric, rien que sur l'image. Enfin, là, c'est pas forcément que des amendes financières. Niveau image, ça peut être compliqué aussi, voilà, à gérer. S'il y a une violation de données, s'il y a un contrôle qui se passe mal, voilà, tout ça, ça peut entraîner pas mal de problématiques. Oui, alors effectivement, tout le monde n'a pas de DPO, dit Xavier. Effectivement, tout le monde n'a pas de DPO sous la main, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le point de départ, c'est quand même la CNIL, le site de la CNIL, et être capable effectivement déjà de documenter et de comprendre comment on traite la donnée, d'avoir ce devoir de conseil. Ça veut dire qu'en fait, il faut l'écrire finalement vis-à-vis de nos clients. Je vous mets en place cette solution-là, mais attention, voilà les points. Ou est-ce que finalement, parce que là, du coup, on va se couper l'herbe sous le pied, on va se dire, bon, bah, ok, vous ne pouvez pas utiliser typiquement Airtable. Vous n'utilisez pas Airtable, donc du coup, bah non, en fait, je ne peux pas travailler pour vous. Ou je suis obligé de trouver des solutions intermédiaires qui vont moins bien marcher, peut-être. L'un des aspects principaux du RGPD, c'est la transparence. Hein. Donc, on est aussi dans cette logique de je dois être transparent avec ce que je fais des données. Frédéric, non, mais je comprends ton problème, mais si tu veux effectivement conseiller, et si un jour tu as besoin de montrer que tu l'as fait, bah, sans écrit, c'est compliqué. Après, si un jour tu as besoin de montrer que tu as effectivement été sérieux et que tu as attiré l'attention du client et que le client t'a dit « moi, je m'en moque, on y va », bah, il te faudra des écrits. Après, c'est un problème de preuve, en fait, si tu veux. Il te faut des écrits. J'ai vu une question passer sur les coordonnées professionnelles. Je vais juste le glisser parce que ça fait partie de la définition. Oui, les coordonnées professionnelles d'une personne physique sont des données personnelles. Le niveau de confidentialité est moins élevé, mais mon adresse professionnelle chez Temesis, par exemple, c'est une donnée personnelle qui n'aura pas les mêmes règles de contacts commerciaux, etc. Mais ça restera de la donnée personnelle, oui. Okay. Désolé, c'était juste... Non, pas de souci. Il y a Olivier qui posait une question, effectivement, en tant que consultant sur un service en ligne, j'interviens sur des processus métiers. Je suis sous-traitant, et est-ce que je manipule de la donnée, de la donnée à distance? Ou est-ce qu'il faut que la donnée soit présente chez moi? Peu importe. Dès que vous y avez accès, c'est du traitement de données. Y avoir accès, les héberger, faire de la maintenance sur un logiciel où il y a des données dedans, donc potentiellement les consulter, c'est un traitement de données personnelles. Dès que vous y touchez de près ou de loin, la donnée personnelle est traitée. Dès qu'on accède, dès que l'on voit, donc bon. Ou que potentiellement on pourrait être amené à voir. Ou qu'on pourrait être amené à voir. Ouais. C'est mon côté casse-pied. Mais oui, ça vient très très vite. C'est mon côté casse-pied qui anticipe tous les cas qu'on nous donne. Au côté des PO, quoi. C'est ça. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai que Joris disait Airtable en face des alternatives. Oui, je parlais d'Airtable parce qu'aujourd'hui, dans la communauté No Code France, c'est effectivement l'un des outils les plus utilisés, effectivement, suite à justement, suite aux questions que l'on pose quand les nouveaux arrivants arrivent, de savoir un petit peu quel type d'outils seraient intéressés. Airtable est quand même dans le top list quasiment un petit peu partout. Il y a des concurrents français, et je suis content que ça arrive, qui viennent justement avec cet aspect-là, donc c'est plutôt pas mal. Mais Airtable était un bon cas d'usage durant cette heure pour illustrer un petit peu justement. Ils en ont conscience, ils font signer des DPA, et on a la possibilité de savoir, mais ça n'empêche qu'il y a toute cette partie-là sur laquelle il faut faire effectivement attention. J'étais en train de refaire le fil, c'est vrai qu'on parle de plaque d'immatriculation par exemple. Est-ce que c'est une donnée privée ou est-ce qu'une donnée... Oui. C'en est une. Une donnée personnelle, oui, pour moi. Oui, c'est une donnée personnelle, oui. D'accord. Parce qu'on peut remonter au propriétaire de la voiture. Jusqu'au propriétaire, ouais. Ouais.
Alors, pour répondre, j'aurais aimé pouvoir répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a des exemples de boîtes qui ont été épinglées? Alors, pour avoir utilisé Airtable ou pour avoir utilisé des plateformes SaaS américaines, si je l'aurais dû comme ça. En France? Parce qu'après, c'est ça aussi. Chaque CNIL européenne a ses propres manières de fonctionner aussi. En Europe, globalement, utilisation de plateformes américaines par rapport à ça, et le fait de les hoster. Je sais qu'il y a eu des cas où, par exemple, on a demandé en Allemagne, je crois, à ne plus utiliser les outils Facebook parce que transfert aux États-Unis. Il y a le cas de Google Analytics en France. Après, sur des outils type Airtable, j'ai pas en tête. Après, souvent, les suites des contrôles ne nous disent pas toujours c'est tel outil qui a entraîné tel problème. Ça va être des manques de sécurité, ça va être des transferts aux US. On n'a pas forcément ce détail-là. Les rapports qu'on trouve effectivement sur la CNIL, je suppose que les données sont anonymisées, mais on ne trouve pas forcément tout ce que tu es en train de dire, Harmonie, tous les détails précisément du cas de contrôle et de pourquoi ils ont été épinglés. C'est plus globalement. Ça dépend des cas. Ça va dépendre des cas. Ouais. Ok. Donc, je vois Google Fonts dans le chat. C'est la même chose que Google Analytics, reCAPTCHA, tout ça. Ouais. C'est compliqué. Une question, toujours Muriel. Sur des outils internes, comment peuvent-ils contrôler à moins de dénonciation? Est-ce qu'il y a des indices tangibles qui font dire attention, je peux avoir chaud aux fesses? J'aime ces questions. Ah bah. On arrive sur la fin de l'heure. C'est l'opportunité de parler des plaintes, peut-être, de glisser que n'importe qui, s'il considère qu'il y a des non-respects du RGPD, peut aller porter plainte sur le site de la CNIL et que les plaintes sont lues, analysées et peuvent entraîner des contrôles. Donc ça, déjà, c'est une information importante. Après, la CNIL peut aller contrôler votre entité comme ça, sans raison particulière, suite à une plainte, ou si elle voit dans certains de vos outils ouverts au public des traces qui montrent qu'il y a des non-respects. Ouais, ou si le climat social est un peu tendu, ça peut être un indicateur pour l'entreprise de se dire je vais peut-être quand même regarder si je pourrais peut-être embêter de ce côté-là, ou notamment... Pardon? Vas-y. Et je pense notamment lorsque les CSE se voient communiquer par l'employeur des projets qui vont amener une modification, une transformation de l'entreprise, des projets IT par exemple ou autres, parce qu'ils ont le sentiment que le projet n'est pas très bien ficelé et qu'ils donnent un avis défavorable et que l'entreprise y va quand même, ça peut être une source de conflit potentiel. Enfin, je le vois comme ça, je ne sais pas toi comment tu l'analyses, mais moi, ce type de projet présenté à un CSE, s'il est RGPD non compatible, c'est ouvrir la porte à des contrôles éventuels plus tard. Enfin, déjà à des plaintes et ensuite éventuellement des contrôles. J'ai vu en matière de contrôle, on demande dans le chat s'il y a des contrôles sur l'État français. La CNIL surveille aussi, elle œille aussi sur ce qui est fait au niveau de l'État et du ministère. Il y a des rappels à la loi qui ont été faits au ministère publiquement. Le ministère de l'Intérieur a été rappelé à l'ordre publiquement. Il n'y a pas de sanctions financières sur les entités de l'État, parce que ce serait se payer à lui-même, mais sinon, oui, il y a des contrôles et des alertes aussi au niveau de l'État. Et on a vu notamment les prises de position de la CNIL durant la pandémie. La CNIL a pris beaucoup de positions et qui n'allait pas toujours dans le sens d'ailleurs du pouvoir politique. Mais voilà, elle a joué son rôle d'autorité indépendante qui est là pour protéger les données personnelles. Et je pensais notamment aussi sur les drones qui avaient été utilisés dans certaines régions pour s'assurer que personne n'était dans les rues aux heures de confinement. La CNIL a pris plusieurs positions là-dessus, la CNIL et les juridictions administratives de mémoire. Mais, voilà. Et elle est pas mal sur le terrain aussi, là, avec les JO 2024, elle a des sujets sur l'IA. Il y a beaucoup de sujets très novateurs en ce moment sur lesquels elle est là aussi pour essayer d'encadrer. Ouais, IA et vidéoprotection liée à l'IA, ça va être les sujets dont elle va beaucoup parler, je pense, cette année. Oui. Ouais, il y a la loi qui devrait passer aujourd'hui au Parlement.
Ouais. Alors, en plus, l'IA, on a les voix, par exemple. Alors, là, c'est Arnvillis qui dit question IA capable de cloner une voix existante. Est-ce qu'un éditeur qui ont déjà enregistré des textes peuvent créer des nouveaux audios avec cette voix, l'utiliser à des titres commerciaux? Est-ce que la voix fait bien partie déjà des données personnelles? Oui, la voix, c'est Ouais, une donc donnée personnelle sensible donc, biométrique. ok, donc ça va être un Donc gros déjà, sujet pour le. Ouais, ça risque d'être un gros sujet là avec. l'IA découle sur des thématiques de protection des données assez fort. Ouais, sont d'un niveau effectivement d'importance, parce que les implications sur les libertés individuelles, notamment, sont énormes. Il y a des risques non les risques négligeables. sont réels, quoi. Et c'est pour ça que la CNIL a créé là récemment un service dédié à l'IA pour anticiper un petit peu ce qui va arriver, les documentations qui vont se mettre en place au niveau européen. Il va y avoir un IA Act. Voilà. Donc pour tout ça, la CNIL essaie de rester au top de la pointe pour pouvoir nous accompagner et aussi aider le gouvernement à s'équiper par rapport à ces évolutions-là. Ça marche. Donc, affaire à suivre. Ceci dit, le conseil finalement que je retiens, si je résume un petit peu cette table ronde, c'est commencer les démarches, être actif dans sa veille et commencer à documenter. On ne peut pas être totalement 100% RGPD, très bien, mais pour autant, on essaye de faire attention au type d'hébergement et où est-ce que est localisée la donnée. Si on a des alternatives européennes, utilisons-les au maximum, en tout cas quand elles peuvent répondre aux besoins. Et puis, ça change, ça tourne beaucoup, ça change pas mal, mais finalement, déjà, le premier pas permet à minima de savoir de quoi on parle et de pouvoir au moins de donner des explications finalement si on se fait auditer. Et quitte effectivement pour les grosses TPE, enfin pour les grosses, en tout cas pas pour les indépendants qui sont peut-être solos, qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un DPO, mais à minima de pouvoir effectivement se rapprocher d'experts, DPO externalisés, voilà, faire appel à un ami. J'espère que cette table ronde a fait appel à plusieurs amis pour au moins amener cette vigilance là sur les informations dont on traite. Oui. Et faire attention à ce qu'on collecte au maximum. Essayer de ne pas trop collecter de la donnée. Moins on en a, mieux c'est. C'est comme les déchets, tout ça. C'est ça, c'est collecter que le strict minimum, que ce qui est nécessaire. Et l'idée de se dire, je prends un max d'informations parce que ça me servira un jour, terminé. Au cas où, non. Là, et en plus, on allège les bases de données, l'éco-conception est contente, tout ça. D'une part, on allège les bases de données et ce vieux réflexe, c'est se mettre en difficulté inutilement, parce que même d'un point de vue business, on va se retrouver probablement avec des données qu'on n'utilisera jamais. Donc, non, on prend le strict nécessaire. Moins on en a, moins on a de responsabilité. Mieux c'est. La donnée la mieux protégée, c'est celle que vous n'avez pas. Donc, ouais. J'aime bien cette image. C'est comme les déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. La donnée qu'on protège, c'est celle qu'on n'a pas. Mais effectivement, s'il y a une idée, s'il n'y a qu'un truc à retenir, ce serait ça, quoi. Collecter que le minimum. Posez-vous la question. En fait, il suffit de se poser 5 secondes et essayer de réfléchir un peu et de s'imaginer que c'est ma donnée à moi que j'utilise. Ouais. Déjà, si vous ne voulez pas le faire avec votre donnée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que ce soit en rapport avec la finalité poursuivie, évidemment. Évidemment. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci Harmonie. Merci Frédéric. On a dépassé 10 minutes, Harmonie. Mais super intéressant. Il y a toujours plein de trucs. Enfin, en fait, c'est édition 2023, mais c'est épisode 1, finalement. On avait dit qu'on commence. Mais oui. Et puis, il y a eu pas mal de questions auxquelles, effectivement, on essaiera de répondre la prochaine fois sur un prochain live, en tout cas sur les mêmes sujets. Merci encore à vous deux. Très bonne fin de journée. On se retrouve le mois prochain pour une autre table ronde, le 25 avril, qui portera cette fois-ci sur comment construire un collectif de freelance. C'est pas mal, faire des appels à des amis, justement. Il y a pas mal de trucs, donc on bosse là-dessus avec la guilde pour effectivement amener ce sujet-là et amener des invités pour discuter de toutes les leviers et les tips. Merci encore à vous deux. Très bonne fin de journée. Merci. À très bientôt. Merci à toi et merci à tous. Au revoir.